Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. J'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Corentin Brison, céramiste. C'est après des études de droit et d'histoire de l'art que Corentin décide de tout plaquer pour se former à sa passion, la céramique. Il ouvre alors son propre atelier au cœur de Paris afin de pouvoir donner des cours et avoir un lieu pour créer ses propres objets. Avec Corentin, nous parlons de l'engouement que suscite la céramique ces dernières années, de sa passion pour la transmission et du plaisir de créer des objets utiles au quotidien. Vous verrez, Corentin est un vrai passionné et nous embarque pleinement dans le monde et les coulisses de la céramique. Avant de lancer l'épisode, si vous aimez le podcast et que vous souhaitez m'aider à le faire grandir, alors n'hésitez pas à en parler, à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je laisse maintenant la parole à Corentin et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Corentin. Salut Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir dans ton très joli atelier du 10e arrondissement de Paris. Alors Corentin, tu es céramiste, tu as donc ton propre atelier au sein duquel tu donnes des cours et où tu exposes tes propres créations. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'explosion de la céramique depuis quelques années. De plus en plus de personnes décident de se former, d'en faire leur métier. La demande a elle aussi augmenté et même que certaines marques sortent des séries produites avec des défauts pour ressembler au plus près à des objets de céramique. Je voulais savoir, toi, ce que tu penses de cet engouement autour de cet artisanat. Ouais, tu as totalement raison. Alors, je vais essayer de revenir sur tous les points. L'engouement, je le vois bien parmi mes élèves. Donc, je donne des cours de loisirs, comme tu disais, qui sont de plus en plus pleins. Et j'ai régulièrement des gens qui souhaitent faire une reconversion suite à ces cours. Des personnes qui ont besoin de faire autre chose de leur vie que de travailler derrière un écran, qui veulent ralentir. En fait, je crois que c'est vraiment ça le mot, c'est ralentir. Alors ça marche pour la céramique, mais ça marche pour l'artisanat globalement. Tous les métiers manuels reviennent en force. On le voit que ce soit dans les magazines de déco. C'est un vrai retour en force et tant mieux. J'ai envie de dire, si on peut tous lever un peu le pied, ça va nous faire du bien. C'est clair. Tu t'es formé à la céramique il y a un peu plus de 3 ans. Si je me trompe pas. C'est ça. Comment est née ton envie de t'orienter vers ce métier-là ? Alors c'est un peu le hasard, je faisais toute autre chose avant, je sais pas si tu as du temps, je peux t'expliquer. Oui, bien sûr, vas-y. J'ai commencé par faire une école hôtelière, j'ai travaillé ensuite dans la restauration pendant quelques années, sans m'épanouir réellement, donc j'ai décidé de faire autre chose et je suis parti en fac de droit et d'histoire de l'art avec l'idée de préparer les métiers de commissaire-priseur. D'accord. Voilà, tout ce milieu artistique m'intéressait. Et pendant ces années de fac, j'ai, au cours de vacances, découvert la céramique complètement par hasard. J'ai visité un atelier, j'ai fait un petit cours de loisirs. Et vraiment, il y a eu je dirais pas une révélation, c'est peut-être un peu fort, mais il y a eu un contact intéressant avec la matière et surtout un moment de bien-être. Et tu avais déjà un intérêt pour les métiers manuels ? Oui, mais avec un regard extérieur, en tant qu'usager, en tant que consommateur, mais pas du tout pour fabriquer. Et suite à cette première expérience de retour à Paris, j'ai cherché un petit atelier pour faire des cours de loisirs en me disant voilà, j'ai passé un bon moment, si je peux en faire un peu toutes les semaines, ce sera mon moment à moi. J'ai trouvé cet atelier, j'en ai fait durant toutes mes années de fac et en fait de semaine en semaine l'intérêt vraiment s'est intensifié et au moment de passer tous mes concours, je me suis dit mais c'est absolument pas ça que je veux. Par contre, mon moment céramique dans la semaine, ça me fait un bien fou. Bon, je suis encore jeune, il y a peut-être un truc à faire de ce côté-là. Donc j'ai rebasculé sur une formation pour préparer un CAP. Et ensuite, j'ai trouvé ce local. Et ça, c'était en effet il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et je me suis installé. T'as tout de suite ouvert ton local après ta formation ? Ouais, alors moi j'ai un petit appartement, comme beaucoup de Parisiens. Donc je pouvais pas faire mon activité... même à mi-temps, dans mon garage, ce genre de choses. Donc il me fallait absolument un local. Et ensuite, sur Paris, les locaux étant chers et toutes les contraintes économiques, je me suis dit, quitte à prendre un local, je vais pas prendre un tout petit truc de 20 mètres carrés et essayer de me faire connaître. Je vais tout de suite prendre un petit peu plus grand et faire venir des élèves, faire venir du monde, faire en sorte qu'il y ait du trafic.
Alors aujourd'hui, tu proposes tes propres pièces à la vente. Tu as travaillé avec de nombreux restaurants. Tu es même exposé chez Merci, le fameux magasin à Paris. Comment est-ce que tu définirais ta marque de fabrique, ta particularité et le style de tes objets ? Alors pour moi, c'est difficile d'avoir un regard sur mon travail, mais ce que j'entends beaucoup, c'est que j'ai un style assez japonisant dans mes émaux. Donc les émaux, on reviendra peut-être dessus, mais c'est le vernis qui est sur les objets, les couleurs. Voilà, je travaille moi-même mes couleurs, je fais mes recettes, mes petits mélanges, mes tests. Ah oui. Donc ça, c'est de la chimie, hein. On a appris ça au cours de la formation. C'est vrai qu'on prend pas ça forcément en compte. Non, et alors ça peut jouer d'ailleurs notamment dans le prix des pièces. C'est-à-dire que ce travail de recherche, c'est des heures, des mois, d'essais, de tests pour aboutir à un résultat satisfaisant. Et en fait, ça, c'est en perpétuel mouvement. Donc voilà, j'ai les couleurs que je fabrique moi-même qui sont du coup un peu ma marque de fabrique. Et ensuite sur les formes, je suis sur des choses très très épurées, des lignes assez simples, avec de plus en plus quand même un petit attrait pour des choses un peu plus déstructurées. Je sais pas si tu as pu voir dernièrement quelques vases, quelques bols un peu plus travaillés. Voilà, mais c'est assez difficile de définir son travail. Et tu sens qu'il y a une pièce qui se vend un peu plus que les autres ? Ouais, il y a une pièce phare, alors ça me fait rire parce que c'est une des premières que j'ai créées. C'est une tasse avec une anse circulaire qui revient à l'intérieur de la tasse. Je te montrerai. Et ce modèle-là, je l'ai créé au début parce que son design me plaisait. Et il s'avère que c'est la pièce qui, depuis 3 ans, que je produis le plus. Et que je vends le plus. Ok. Comment est-ce que tu crées un objet ? Comment l'inspiration te vient ? Est-ce que tu dessines avant la pièce que tu veux créer ou alors ça te vient au fur et à mesure, tu commences à créer puis tu te laisses envahir par l'inspiration ? En fait, il y a les deux. Il y a des matins, je me réveille et je me dis tiens, j'ai envie de créer un nouveau modèle de tasse et là je vais faire des croquis, là je vais voir la contenance, enfin tous ces petits détails. Et il y a aussi des moments où j'ai envie d'un moment un peu pour moi, donc je m'installe sur le tour, un morceau de terre, je vois un peu ce que mes mains, ce qui se passe et je crée ma forme au fur et à mesure. De temps en temps, il y a de bonnes surprises. Et tu as beaucoup donc de commandes de la part de restaurants. Comment est-ce que ça se passe ? C'est toi qui les appelles ou c'est eux qui viennent vers toi ? Pour le moment, j'ai de la chance, c'est eux qui viennent vers moi. Ça, c'est vraiment depuis 1 an où ça s'est pas mal développé. Un premier restaurant est venu vers moi, on a discuté ensemble, puis un deuxième, puis un troisième. Ce que j'aime bien avec le travail avec les restaurateurs, c'est tout le travail en amont. Parce que eux viennent avec des idées. Moi, j'ai mes contraintes. Et je souhaite pas réaliser une vaisselle qui diffère trop de mon style. Bien sûr. Bon, en règle générale, quand ils viennent, ils ont vu ce que je fais et ils sont déjà un peu acquis à ma cause. Mais il y a tout un travail en amont sur la contenance, la forme, à quoi va servir cette assiette, pour quel type de plat, est-ce qu'elle va passer dans une machine, dans un lave-vaisselle professionnel tous les jours, ou est-ce qu'elle va être lavée à la main, est-ce qu'il faut en faire 200 ou est-ce qu'il faut en faire 10, enfin il y a beaucoup de contraintes. On discute de tout ça, on fait pas mal de prototypes, ils les essaient, donc ça c'est chouette. En règle générale, j'essaye d'aller goûter. C'est important. Forcément. Je vais découvrir le lieu, eux viennent découvrir l'atelier. Enfin, il y a beaucoup d'allers-retours comme ça avant d'arriver à l'objet fini. Et ensuite, la grande satisfaction, c'est de voir l'objet utilisé au quotidien par le restaurant, d'avoir des retours clients. Enfin, c'est très, très chouette. Et combien de temps ça te prend de créer un objet ? Alors pour les restaurateurs, c'est très long puisqu'il y a toute cette phase de prototype. Mais si je mets cette phase de prototype de côté, il me faut au moins 1 semaine pour créer un objet. Et alors, est-ce que tu peux reprendre un peu les étapes de création d'un objet ? Ouais. Parce que, alors moi, je n'y connais pas grand-chose en céramique et j'aimerais bien comprendre du début. Donc, tu commences par choisir la terre. Voilà. Première étape, je choisis ma terre. Ouais. Je pèse la quantité de terre que je souhaite. Et ensuite, je viens la malaxer. Donc, je vais travailler la terre de manière à enlever tout ce qui serait bulle d'air qui serait à l'intérieur et qui pourrait potentiellement se retrouver dans les parois de mon futur objet. Et donc, avec la chaleur du four par la suite, l'air voulant s'échapper, créer une fissure ou exploser une partie de mon objet. Donc, je travaille d'abord la terre pour éliminer tout ça. Ensuite, je m'installe. Moi, je travaille beaucoup sur le tour de potier. Donc, ensuite, je m'installe sur le tour. Avec de l'eau, avec la terre, avec mes gestes, je crée ma forme. Je laisse sécher ensuite cet objet pendant 1 nuit à peu près, au moins.
tout dépend aussi de la météo. C'est-à-dire qu'en ce moment, il fait très chaud. Autant te dire qu'une nuit, ça suffit largement pour que l'objet commence à sécher. Dans 2 mois, on en reparlera, mais il me faudra peut-être 2 jours pour que l'objet sèche. L'humidité dans l'air est importante. Une fois que cet objet a commencé à sécher, mais n'est pas totalement sec, c'est ce qu'on appelle le stade du cuir. On peut un peu le déformer, mais il se tient quand même. Je remets cet objet sur le tour, et là, je vais, ce qu'on appelle ça, tournaser. Donc je vais utiliser des petits outils métalliques pour venir enlever l'excédent de terre et vraiment peaufiner ma forme. C'est aussi à cette étape qu'on crée tout ce qui est petits pieds sous les tasses, sous les bols. Voilà. Toutes ces choses-là, on les fait dans un second temps. Une fois que j'ai fait ça, éventuellement, c'est le moment où je viens rajouter des éléments sur mon objet. Des anses, un bec verseur, un couvercle, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, je signe l'objet, je le laisse complètement sécher, et là, ça peut prendre 3, 4, 5, 6 jours. D'accord, ah oui. Jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus d'humidité à l'intérieur de l'objet. Et tu le laisses sécher à l'air libre ? À l'air libre. D'accord. Ouais, je force pas le séchage. Certaines personnes utilisent ce qu'on appelle un décapeur thermique pour forcer un peu le séchage, mais ça force vraiment, donc ça peut créer aussi un choc sur l'objet, l'abîmer. Je suis pas trop pour, donc je laisse prendre le temps. Et je laisse sécher tranquillement, mais ça peut prendre une petite semaine. Une fois que cet objet est bien sec, il part dans le four, que tu peux voir là juste à côté. Ça va cuire une première fois pendant 24 heures à 1000 degrés, et on obtient ce qu'on appelle un biscuit. Donc on va dire que c'est un objet pré-cuit. Il est encore poreux, il est solide, mais pas totalement. Et ensuite, cet objet, je vais venir le tremper dans un bain d'émail. Donc l'émail, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le vernis, c'est la couleur qui vient napper l'objet. Donc c'est de la poudre de verre qui vient se poser, c'est de la silice qui vient se poser sur l'objet. Et je vais remettre tout ça dans le four, cette fois-ci à 1300 degrés, encore 24 heures. Ça va fondre sur l'objet, ça va le napper, le protéger, le rendre brillant. C'est quand même assez long. C'est très très long. Ah oui, ouais. Je pensais pas que c'était aussi long. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand les gens passent des commandes et que je leur donne les délais, des fois ça rentre pas du tout dans leur délai. Mais bon, une fois que j'ai expliqué, ils comprennent très bien. C'est un métier de patience. Oui. Est-ce que tu te considères plutôt comme un artisan ou comme un artiste ? Alors je dirais plutôt artisan, dans le sens où je ne fais pas de pièces à mon goût artistique, c'est-à-dire que je ne fais pas beaucoup ou très peu de pièces à exposer. Je travaille pas avec des galeries d'art, je fais très peu d'expos. Bon là je vais en faire une au mois d'octobre, justement pour prendre un peu la température. Ce sera au Centre de la Danse à Pantin. D'accord. C'est une expo qui s'appelle c'est la Biennale Émergence. Donc sur le thème des ressources, et donc là on peut exposer des pièces, il y aura tout un circuit. Et là tu vas créer des pièces spécifiquement pour Alors en fait je vais pas créer des pièces spécifiques, je vais essayer de mettre en avant un vase que je fais, qui est un peu plus travaillé, qui est un peu plus déstructuré. Voilà. Le fameux dont on parlait tout à l'heure. Le fameux dont on parlait tout à l'heure. Okay. Et donc en fait, non, globalement je fais plutôt des objets utilitaires. J'aime l'idée que les gens les utilisent au quotidien. Que ce soit qu'il y ait un petit moment dans leur journée où ils aient l'objet et ils se disent au toucher, ou que ce soit un moment pour eux, un moment agréable. Quand on prend son café dans une tasse faite à la main, je peux vous dire ça que n'a pas la même saveur. On est bien d'accord. Tu as donc aussi une partie atelier, on l'a dit tout à l'heure, au sein duquel tu donnes des cours tous les jours de la semaine et un dimanche par mois. Ça fait quand même pas mal. Ouais. Comment est-ce que tu organises tes journées entre tes cours et les moments où tu dois créer ? Alors, la première année, c'était très 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 sportif puisque j'étais tout seul. Donc, je donnais des cours tous les soirs, je donnais des cours tous les week-ends. Et le reste de la journée, il fallait créer, il fallait faire de la com, il fallait essayer de se faire connaître. Il fallait faire tout ce qu'il faut pour pouvoir payer ce loyer, pouvoir vivre de ma passion. Il y a un petit défi quand on se lance. Au bout d'un an, ça allait un petit peu mieux. Donc là, j'ai commencé à prendre des amis céramistes qui, eux, n'avaient pas d'atelier pour recevoir du public, mais avaient un atelier chez eux pour leur production. Et donc, je les ai fait venir de temps en temps à l'atelier pour commencer à donner quelques cours, pour moi, me décharger un petit peu et avoir un peu plus de temps de création ou de temps pour me reposer. Et là, depuis le mois de janvier, je me suis associé également à 2 amis potiers pour toute la partie cours. Donc, en fait, on divise les cours en 3. Ce qui fait que je donne des cours 2-3 fois par semaine. Ah, ok. Un week-end par mois. Et le reste du temps, ce sont les autres qui donnent les cours et moi, je peux créer et eux également. En fait, on s'est tous dégagé du temps
pour nos projets pro, pour nos projets privés. Voilà. D'accord. Donc, ça va Et mieux. dans les cours que tu donnes, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de gens qui se reconvertissent, qui veulent aller travailler beaucoup plus sur les métiers manuels. Est-ce que tu as beaucoup d'élèves qui sont devenus eux-mêmes céramistes ? Alors, j'en ai une qui vient d'ouvrir son atelier il y a moins de 6 mois, dans Génial. le 17e. Ok. J'en ai 2 qui se sont formés et qui travaillent maintenant à l'atelier. Et Qui travaillent à l'atelier ici ? Oui, Ah, c'est avec d'accord. eux que je me suis associé. D'accord, ok. Et j'en ai une qui est en cours de formation actuellement sur Toulouse, voilà, D'accord. qui est partie, voilà. L'exode, on quitte Paris, ce que je peux comprendre. Et Donc qui là, se ce sont des gens qui se sont reconvertis ? Donc voilà, sur le global, il y en a 3 dont c'est le métier maintenant. Donc Ok, on va dire génial. Globalement un par an, c'est pas mal. Mm. Je suis assez content. C'est clair, c'est pas mal. Et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier de céramiste ? Dans mes différentes activités, Ouais. et ben justement c'est le fait d'avoir différentes activités. Je ne me vois pas donner que des cours, parce qu'il y a un côté aussi répétitif, faut pas se le cacher. J'ai besoin de moments à moi pour créer. J'ai besoin de moments seuls, mais j'ai aussi besoin de moments où je vois du monde, où je peux échanger, où je peux transmettre. Et puis il y a aussi le travail avec les professionnels qui n'est pas du tout le même que quand je fais moi mes petites créations pour la vente. Et en fait la combinaison de ces 3 activités, c'était un peu ce que j'avais en tête. C'était un peu mon idéal. C'est en train de fonctionner, donc c'est... Oui, parce qu'on imagine souvent le métier de céramiste ou même d'autres métiers artisanaux sont plutôt des métiers assez solitaires. Mhm. Finalement, c'est pas forcément ça. C'est un choix. Mm. On peut Ouais. complètement, je connais des potiers qui sont un peu ermites. Ils ont leur atelier chez eux, ou enfin voilà, dans un endroit un peu isolé. Et ce qu'ils souhaitent faire, c'est faire un peu de création. Et ils trouvent des réseaux ensuite pour vendre leurs créations. Moi, c'est pas comme ça que je l'envisage. Déjà, je suis tombé dedans parce que quelqu'un m'a transmis ce qu'il savait. Donc, c'est hyper important pour moi de créer un retour à ça. Et puis, je suis d'une nature à aimer échanger, partager. Plus on va échanger sur le sujet, plus on va transmettre, plus les gens auront envie de s'intéresser à l'artisanat, auront envie de consommer local. Enfin voilà, tout ça, c'est une démarche globale. Et c'est un peu ce que je recherche. Et comment les gens te connaissent ? Est-ce que tu as des gens, par exemple, qui s'arrêtent devant ton atelier dans la rue et qui te demandent... Ouais, alors j'ai des gens qui passent par hasard, qui s'arrêtent, qui prennent des infos, qui viennent acheter. Mais le plus gros vient des réseaux sociaux. Ah oui. Voilà. Instagram notamment. En fait, l'image joue énormément. Les photos, en fait, ce qu'on va regarder, c'est la photo de l'objet. Et ensuite, les gens s'intéressent à qui est derrière. Et ça m'a bien aidé, ouais. Ouais, t'as eu beaucoup de ventes qui se sont faites grâce à Instagram. Ouais, beaucoup de ventes, beaucoup de gens qui s'intéressent, voilà, qui posent des questions. Il y a un vrai échange qui se fait aussi sur les réseaux sociaux. J'essaye de répondre à tout le monde. Ouais. Et ça aboutit souvent par une rencontre physique. Les gens finissent par venir à l'atelier. Donc c'est vraiment sympa. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter ta journée type ? Bon, il y en a pas. Ouais. Alors il y a pas de de tes journées type, mais il y a quand même des choses que je dois faire assez régulièrement. Bon, l'ouverture de l'atelier, ça c'est mon petit moment. En règle générale, il y a personne, j'adore. Il y a la petite lumière du matin, donc j'ouvre tout ça, j'aère. Ensuite, il peut y avoir un four à ouvrir et à vider. Oui. Éventuellement à re-remplir. Il y a de la terre à recycler. Donc ça, c'est les côtés pas très cool. Beaucoup de ménage, parce qu'il y a évidemment beaucoup de poussière, et on essaye d'en respirer le moins possible. Donc tous les sols, toutes les surfaces sont constamment nettoyées. Donc ça, c'est tous les jours. Recyclage de la terre, je l'ai pas expliqué, mais toute terre qu'on va travailler, mais qu'on ne va finalement pas vouloir cuire, tant que l'objet n'est pas cuit, tant que la terre n'est pas cuite, moi je peux la recycler. Qu'elle soit sèche, humide, peu importe son état. Donc tous les jours, j'ai un travail de recyclage. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Tous les jours, un petit travail administratif, traiter les mails, répondre au téléphone. Bah oui, finalement, tu es auto-entrepreneur. Donc Exactement. Je suis un lieu physique, je suis auto-entrepreneur, donc il faut répondre à toutes les demandes, à toutes les sollicitations. Un cours par jour environ. Ouais. Voilà, donc là, c'est un moment où il faut que je prépare l'atelier pour ça, je prépare le matériel. En ce moment, je désinfecte le matériel. Voilà, il y a encore un petit peu plus de travail. Et j'essaye d'avoir un moment de création ou un moment où je travaille sur mes projets.
Que ce soit faire des dessins, que ce soit créer, que ce soit des rendez-vous professionnels. Moi, voilà, un petit moment comme ça. Est-ce qu'il y a des artisans ou des artistes avec qui tu aimerais bien collaborer, peut-être? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Alors, j'ai dans les tuyaux quelques projets avec des illustrateurs. Ah, génial, ok. Voilà, où je fabriquerai l'objet et eux feraient l'illustration. On sera sur de la série limitée, voilà, numérotée, donc je peux pas encore en dire plus, mais voilà, il y a ça. Non, après, c'est vraiment le travail avec les restaurateurs me plaît énormément. À moi de contacter les restos qui pourraient m'intéresser. Et puis surtout que tu as travaillé sur pas mal de créations différentes. J'ai vu que tu avais même fait des verres à shooter pour un bar à cocktail. Alors donc, ça, je m'y attendais pas. Rigolo, ils sont venus à moi un peu. Donc c'est un bar à cocktail assez connu. Ils ont un budget du coup pour la verrerie. Et à chaque saison, ils créent un cocktail et donc il y a le contenant qui va avec. Et donc là, ils recherchaient un truc très spécifique qui était des petits shooters carrés avec des petits visages dessus. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas les faire en céramique? Ils sont venus à moi. Et alors ça, c'était chouette, ouais. Ouais, vraiment. Ça, c'est top. Et alors ça, vraiment, c'était pas du tout quelque chose que j'imaginais faire. C'est hyper sympa. Il y a eu une collaboration que j'ai bien aimée avec la marque Buté où j'ai fait des bougies. C'est une marque autour du mariage. C'était hyper sympa. Enfin, je prends un peu tout ce qui vient et je réponds à ce qui m'intéresse. Voilà, et ça t'arrive parfois de dire non parce que la commande est trop importante? Alors, ça m'arrive de dire non parce que la commande est trop importante. C'est pas trop ça. C'est pas tant la quantité. Parce qu'en fait, je peux donner un délai très long à la limite. C'est plutôt parce que le projet ne me plaît pas. Alors, il y a plusieurs choses. Soit le projet ne me plaît pas par rapport à mon style et je sais que je vais pas prendre de plaisir à le réaliser. Et moi, je souhaite travailler pour le plaisir, donc je sais même pas si je peux utiliser moi le mot travailler d'ailleurs. Du coup, voilà, je refuse gentiment. Soit c'est l'éthique de la marque qui ne me correspond pas. Voilà, je fais quand même un métier assez comme je disais tout à l'heure, où je veux qu'on fasse ralentir les choses. Et dans ma vie de tous les jours, je suis assez engagé sur tout ce qui est écologie. Pas mal de petites choses comme ça, et il y a des marques qui ne respectent pas ces valeurs-là pour moi, et voilà, pas d'intérêt à mes yeux à travailler pour eux. Je souhaite pas du tout m'associer à leurs valeurs. T'as eu des grosses boîtes qui sont venues te voir justement? On parlait tout à l'heure des grosses marques, et ça n'a pas abouti. Ouais, forcément. Quel serait ton rêve le plus fou, céramiste? Je crois quand même, on parlait tout à l'heure de la différence artisan-artiste. Je crois quand même qu'un jour, j'aimerais bien faire une jolie expo et avoir des retours positifs. Ça me plairait bien. Le fait d'avoir des retours sur son travail et quand ils sont positifs, c'est très bon pour l'ego, certes, mais c'est aussi, je me dis, je suis dans la bonne direction. Ce que je fais a du sens. Parce qu'il y a des matins, on se réveille, on se dit, mais bon, est-ce que ce que je fais a réellement du sens? Oui, non, pas forcément. Je sauve pas des vies. J'ai pas forcément un métier, en tout cas au regard des gens, indispensable à la société. Donc voilà, on peut se poser cette question. Et le fait que les gens fassent des compliments, viennent vers nous, passent des commandes, voilà, s'intéressent à mon travail, je me dis que j'ai pris la bonne voie. Je me dis que je suis dans la bonne direction. Oui. Mais j'ai pas du coup de rêve de grandeur plus que ça, non. Juste que ça continue, ce serait déjà top. Et quels seraient tes conseils, les conseils que tu pourrais donner à des gens qui aimeraient se lancer et qui peut-être n'osent pas franchir le pas? Alors déjà, bon, c'est facile à dire, mais il faut oser. Je sais qu'il y a plein de contraintes, mais il faut oser, ne serait-ce que pour pas avoir de regrets. Enfin, à mes yeux, rien de pire que de se réveiller un matin et de se dire mais si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Bien sûr. Maintenant, c'est trop tard. Non, déjà, c'est jamais trop tard et il faut le faire. Quand je me suis formé, il y avait des personnes qui avaient 50, 60 ans dans la formation. C'était une formation professionnalisante. Peu importe l'aboutissement, peu importe le but, en fait, certains allaient juste ouvrir un petit atelier dans leur garage pour leur retraite. Mais en fait, ils l'ont fait. Et juste ça, c'est une satisfaction pour eux. C'est pas impossible. C'est facile de se former en France à la céramique? Ça coûte cher. Ah oui. Le petit problème du système français, c'est que la reprise, dans le cadre d'une reconversion, si c'est dans un cursus classique CAP, bon,
tout va bien. Si on se reconvertit, ce sont des formations payantes. Mmh. Alors, il y a des organismes de financement, il y a pas mal de petites choses, mais ça suffit pas forcément. Et je suis bien conscient qu'une personne qui aurait une famille à charge, ce genre de choses, ne peut peut-être pas arrêter de bosser pendant 1 an ou 2 pour se former. Voilà. Donc ça coûte cher, c'est pas très facile, mais si on est soutenu, si on arrive à le faire et qu'on y croit, aujourd'hui les gens s'intéressent à l'artisanat. Aujourd'hui, il y a un public pour ça. Donc avec un projet relativement bien ficelé, je pense qu'on peut y arriver. Non, lancez-vous. Moi, je réponds souvent à des questions, justement. Je suis souvent contacté par mail, par téléphone ou parfois à l'atelier par des gens qui veulent se reconvertir, qui veulent savoir un peu comment je m'y suis pris. Pas de souci, je réponds avec plaisir, mais ouais, lancez-vous. Il y a de la place pour tout le monde. Et plus on sera nombreux à faire ça, moins il y aura de multinationales. C'est Donc clair. allez-y, s'il vous plaît. Et t'as des gens qui sont arrivés une fois dans tes cours qui n'avaient limite jamais fait d'activité manuelle et qui se sont trouvés une passion? Alors, c'est le plus gros des élèves. 80% des élèves, quand ils viennent ici, n'ont jamais fait de métier manuel. D'accord. Mais par contre, ont toujours eu un intérêt pour l'objet. Et ils ont vu des vidéos, et c'est un peu viral, et c'est un peu hypnotisant de regarder ce genre de vidéos. Donc, ils ont envie d'essayer. Donc, souvent, ils viennent, ils n'ont jamais touché la terre, mais même pas fait d'autres activités manuelles. Après, de là à dire que ça devient une passion pour eux, en règle générale, ils en sont très contents. En règle générale, ils disent qu'ils vont continuer. Et après ça, j'espère. Et quels sont tes prochains projets? Alors, mes prochains projets. Donc, il y a cette expo en octobre à Pantin. Il y a un projet avec une illustratrice. Et voilà, globalement pour les prochains projets. Sûr, en tout cas. Et si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on va? Alors, on va sur mon site internet, corentinbrison.com, tout simplement. On va sur mon Instagram, Corentin Brison. Hyper facile. Et surtout, on me contacte et voilà, on me pose des questions et je réponds avec plaisir. Ça, c'est bon à savoir. Ouais. Super. Et merci beaucoup, Corentin. Merci à toi. Merci, salut. Un grand merci à Corentin de nous avoir partagé sa passion pour la céramique. J'espère que, comme moi, vous avez appris plein de choses sur cet artisanat. Pour en savoir plus sur Corentin, rendez-vous sur sa page Instagram, Corentin Brison, ou directement à son atelier situé au 21 avenue Claude Velfaux dans le 10e arrondissement de Paris. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez sûrement aimé cet épisode. Alors pour aller plus loin, n'hésitez pas à en parler, à le partager autour de vous et à vous rendre sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles. Allez, je vous laisse et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.